Je m'appelle Adam Kanzmann et je suis originaire d'Allemagne. J'ai grandi avec le mur de la honte, aussi appelé mur de Berlin, par des personnes extérieures de l'Allemagne. J'étais dans le côté est. Mes parents avaient des amis de l'autre côté qu'ils ont connus bien avant la construction de cette abomination. Alors pour annoncer quel sexe j'étais, ils hissaient un vêtement bleu pour les garçons et rose pour les filles, de sorte à ce que ces mêmes personnes sachent mon genre. Mes parents me disaient que d'ici 100 ans, on aurait un patois différent de l'autre Berlin. Je m'appelle Ulrich Engelhardt. Je vis du côté ouest de ce même mur. Mes parents étaient d'une grande caste et ma personne n'était pas assimilée à la famille Engelhardt. Pourquoi ? Parce que mes parents m'expliquent qu'un jour, le peuple se rebellera et pourrait s'en prendre à moi. Durant ce court documentaire, vous allez vivre, avec moi, le quotidien des habitants de Berlin-Ouest et Berlin-Est. Ce mur qui les a fait souffrir. Ce mur qui a fait pleurer tant de personnes. De la souffrance, de la libération, des états d'âme, un quotidien, mais aussi de la fraternité et de la solidarité. De leur quotidien jusqu'à la destruction du mur de la honte. Vivez avec moi leur quotidien. Salut à tous. Connaissez-vous le mur de Berlin ? Connaissez-vous vraiment les délimitations du mur de Berlin ? Leur vie, leur philosophie, leur envie de détruire ce mur ? Rassurez-vous, vous allez le savoir dans ce mini-documentaire. Sachez que l'on va étudier aussi la vie de nos deux personnages. On ne va pas s'intéresser à la création du mur, mais plutôt au quotidien des personnes vivant près des murs. On va parler surtout de leur adaptation face à ce mur, de leur séparation, leurs états d'âme, leur envie de détruire ce mur et de savoir ce qu'il y a de l'autre côté. Bien entendu, ce documentaire n'est pas un message politique, loin de là. Nous sommes là pour vous instruire et vous divertir. Adam et Ulrich. Ces deux personnages si différents ne sont réunis par une seule chose, le mur. J'espère que cette vidéo vous plaira et j'espère avoir beaucoup de commentaires et de retours, surtout des commentaires constructifs, ça me ferait énormément plaisir. Est-ce qu'ils sont inquiets? Ils sont inquiets. Aujourd'hui, très inquiets. Sûrement. Vous avez peur? Pour ma part, non, mais pour ma famille, pour les enfants, naturellement. Sachez que toutes les informations que je vais vous donner partent du début des années 80 jusqu'à la destruction du mur et nos personnages ont actuellement 18 ans. L'Est était une zone très autoritaire et ils instauraient des lois très rudes en rapport avec le mur. Pendant la construction de ce tas de pierres, mes parents auraient pu rejoindre l'Ouest en passant dans quelques rues sans se faire repérer. Ils le regrettent tellement. Tu peux essayer de braver les règles, mais tu y laisseras la vie. C'est mon oncle qui m'avait dit cette phrase. Comment peut-on tuer des personnes qui veulent juste voir la liberté ? Si vous essayez de traverser le mur ou simplement de communiquer avec quelqu'un d'autre, vous pourriez y perdre la vie. Certaines personnes creusaient des tunnels pour contourner la vigilance des militaires et des gardes qui étaient sur le mur. Le meilleur exemple serait le tunnel 57. Un tunnel de plus de 12 mètres de long fabriqué par 2 étudiants en 2 soirées, qui a permis à 57 personnes de s'évader. Mais bien entendu, le tunnel a été repéré, a été signalé par les militaires qui l'ont rebouché. C'est un exemple qui me permet de vous montrer que les mentalités entre les deux côtés du mur étaient très complexes pendant la séparation. De la curiosité, des envies de braver les lois, de la haine, c'est le seul mur qui a suscité autant d'émotions envers des humains. On peut quand même noter que toutes ces informations n'auraient pas pu être accessibles si le mur n'aurait pas tombé. Une compétition de qui a la plus grosse commence à s'instaurer aussi des deux côtés du mur. Puissance économique, culturelle, politique et j'en passe. Ils ont pu voir des BD, des films et tant de choses de propagande qui n'ont qu'un seul but, dénigrer l'adversaire. On est vraiment dans une ambiance particulière. Les autorisations de passage sont assez rares mais aussi assez floues. Par exemple, un Allemand a pu passer de l'autre côté du mur pour fêter Noël avec sa famille. La situation d'ouest en est s'est améliorée. Après des années de séparation, des familles, des fiancés, des amis ont pu se retrouver pour les fêtes de fin d'année. Et à l'époque, c'était ça le seul moyen légal pour pouvoir traverser le mur. Obtenir une autorisation. À l'école, on suivait des cours pour devenir l'élite de la société soviétique. L'État avait une très grosse emprise sur l'éducation.
nous permettait de faire des très grosses études et il nous facilitait l'accès. C'était vraiment quelque chose de poussé. Ah, l'éducation. Parlons d'abord de l'Allemagne de l'Est. L'Allemagne de l'Est privilégie grandement l'éducation accessible à tous. C'est-à-dire que vous pouvez commencer par la maternelle, admettons, jusqu'au dernier niveau d'études, gratuitement, pour tout le monde. C'est une technique très positive pour montrer l'élite de l'Allemagne de l'Est. Entendu, ils voulaient montrer surtout la supériorité de leurs habitants en privilégiant tout cela et en le rendant accessible à tous. Mais c'était une technique aussi pour montrer leur puissance culturelle en valorisant les étudiants. On connaît très bien l'URSS avec leurs affiches propagande qui les définissent si bien, mais il faut savoir qu'à l'Allemagne de l'Ouest aussi, il y avait de la propagande. L'éducation était pour moi très facile, il suffisait d'être curieux et de savoir retenir les leçons. J'avais un professeur assez excentrique. Il détestait entendre parler du mur de la honte ou encore du parti communiste. Pourquoi ? Parce que la loi nous interdit d'avoir un quelconque lien avec le communisme. En Allemagne de l'Ouest, personne ne devait parler de communisme. On pourrait même penser qu'il définissait ça comme une sorte de grossièreté, comme si c'était une honte et un exemple à ne pas suivre. Toutes les techniques possibles étaient utilisées du moment où les habitants pouvaient le supporter. L'Allemagne de l'Ouest privilégiait les formations professionnelles et autorisait les hommes et les femmes d'étudier les mêmes choses, ce qui fait un très gros contraste entre les deux séparés. J'aimerais vous montrer quelques photos des structures de Berlin Est et Ouest afin de vous montrer à quel point le contraste est grand. Nous pourrons voir qu'en Allemagne de l'Est, il y a vraiment des structures inspirées de la Russie. C'est vraiment flagrant. Et l'Allemagne de l'Ouest nous offre des structures qui nous sont plus familières. Revenons à nos personnages. Quel questionnement pouvait-il se poser par rapport à ce mur ? Comment on va réussir à aller à l'Ouest ? Est-ce que s'il y a une révolution, on vivra encore plus dans la peur et dans l'ignorance ? Eh bien messieurs, gardez vos questions, parce qu'on part pour le chapitre 2. Les raisons pour la destruction de ce mur sont multiples et aussi très intéressantes. On peut parler d'un énervement qui était progressif chez les habitants. Wir sind das Volk. Ces 4 mots peuvent expliquer une première partie sur la raison du retournement de l'Allemagne de l'Est pour détruire ce mur. En traduction, cette phrase veut dire « nous sommes le peuple ». Ces 4 mots furent utilisés pendant un grand nombre de manifestations, mais il n'y avait pas encore beaucoup de personnes au début. Car c'est avec ces 4 mots et les raisons des manifestations que les Allemands commenceront progressivement à manifester de plus en plus. Ils vont se pencher petit à petit sur la question « devons-nous manifester ?» Le message qui est porté dans ces manifestations est l'envie d'en finir avec le parti communiste. Mais alors qu'est-ce qui a fait que les Allemands de l'Est voulaient en finir avec le communisme? Il faut savoir aussi qu'à cette époque, le communisme était à son plus bas, voire même à sa fin. Ce qui fait qu'ils essayaient d'étouffer un petit peu ça, de le masquer auprès des habitants, mais les habitants s'en doutaient. Et les citoyens se sentent mal et essayent tant bien que mal de traverser justement, de contourner cette chose. Et quelle est la meilleure solution pour pouvoir contourner cette chose? Une opportunité. Car oui, une opportunité sera un autre élément de la destruction du mur. Mais pour cette raison, on en reviendra après. Continuons avec les manifestations. Je vous ai dit que les manifestations commençaient à grandir. Eh bien, ils ont pu avoir environ 45 000 personnes manifestant au même moment. Et ces deux facteurs, à savoir pratiquement la fin du communisme et la manifestation, sont deux facteurs déjà assez lourds. Mais qu'est-ce qui pourrait creuser encore la tombe du communisme? Eh bien tout simplement un moyen de contourner la loi et de pouvoir rejoindre l'autre côté. Comment? En ouvrant des frontières passant par la Hongrie qui peuvent leur permettre de rentrer dans l'autre côté de l'Allemagne de l'Est. Donc on a eu un peu comme une sorte de migration massive et illégale vers ces frontières. Et les gardes, ne pouvant pas gérer autant de personnes, ont dû les laisser passer. C'est alors plus de 25 000 personnes qui fuient l'Allemagne de l'Est pour aller à l'Allemagne de l'Ouest. Évidemment, suite à ces événements, le parti communiste a dû se faire une idée. Commencer à réguler les frontières. Et c'est alors qu'entre un nouveau élément en jeu, à savoir une conférence et une grosse connerie pendant la conférence. Et c'est le 9 novembre 1989, à une heure de grande écoute, à la télévision, regardée par les Allemands en colère, qu'une connerie fut faite. Vous ne rêvez pas, c'est une connerie qui a terminé le mur de Berlin. Pour vous donner un peu de contexte, de base c'était juste une conférence qui ferait un point sur toutes les lois et toutes les choses qui ont été retravaillées par l'État,
qui était rediffusée en direct et ayant de grandes écoutes. Donc jusque là, tout va bien, vous me direz, ils vont parler des futures lois, de choses comme ça. Et une des lois qui va nous intéresser, c'est bien entendu la loi de la régulation des frontières. Pour faire simple, cette régulation des frontières limitait un grand nombre de personnes à passer de l'autre côté suite à toutes les migrations de plus de 25 000 personnes qui sont passées de l'autre côté. Il fallait donc beaucoup de temps avant d'instaurer ça, commencer à écrire des lois, à les définir, à prévenir toutes les personnes qui sont responsables des frontières. Bref, ça ne se fait pas en un jour. Vient alors notre petit gaffeur, Gunther Schabowski. Gunther, lui, c'est le porte-parole. Il lit son texte, il informe certaines personnes en passant en direct ou des choses comme ça. Bref, un porte-parole quoi. C'est alors que Gunther se sent un peu fatigué. Il commence à oublier de lire son texte et annonce une très grosse connerie. Et vers la fin de cette conférence, il devait annoncer justement cette loi. Mais il y a eu un petit souci d'interprétation et un gros quiproquo envers tout le monde. Laissez-moi vous lire tout simplement la phrase et vous comprendrez à quel point ça va prendre une ampleur. Les voyages privés vers l'étranger peuvent être autorisés sans précision de justification. Motif du voyage ou lien de famille. Quand ceci entre-t-il en vigueur? Autant que je sache, immédiatement. Il a annoncé l'ouverture des frontières sans justificatif pour tous. Et ce n'était pas du tout le texte qui devait être fait. Ça devait être régulé. Mais du coup, ce soir-là, beaucoup de personnes sont sorties et se sont barrées de l'autre côté. On a alors eu véritablement une marée humaine qui s'est ruée, qui a escaladé le mur, qui a franchi les barrières, qui a fait tout son possible pour pouvoir aller de l'autre côté. On ressent de la joie, de la délivrance, de la fraternité, bref, on voit qu'ils sont heureux quand même d'aller de l'autre côté, découvrir ce qu'ils n'ont encore jamais découvert pour certains. Comme par exemple Adam et Ulrich, qui sont passés aussi de l'autre côté et ont découvert des choses formidables qu'ils n'imaginaient pas. Et pour ceux qui étaient un petit peu malchanceux, qui se sont couchés un peu trop tôt, le lendemain, le journal a fait aussi une connerie. Il a retranscrit tout simplement ce discours en disant la fin du mur. Donc oui, il y a une marée humaine qui fonce sur le mur. Marteau, pioche, merlin, tout ce qui pouvait être utilisé pour défoncer le mur était utilisé. Le but de base c'était juste d'avoir une petite portion du mur comme souvenir de cet événement. Mais certains, ayant trop souffert, ont véritablement défoncé le mur. C'est quand même quelque chose d'assez festif, il n'y a pas que de l'évacuation de la haine, mais aussi une joie de pouvoir détruire le mur avec des personnes qu'on vient de découvrir, avec un nouveau monde qu'on vient de découvrir. Les Allemands vivent désormais unifiés, et ce tas de pierres ne pourra jamais les séparer. Et maintenant, étant donné que vous regardez cette vidéo, vous savez très bien que l'unification des deux parties ont été très bénéfique. Tout semble bien aller, l'unification semble être bénéfique, il n'y a pas vraiment de haine particulière envers ce mur qui est désormais complètement détruit. Et on peut aussi acheter désormais des bouts de pierre du mur de Berlin sur internet à des valeurs inestimables. C'est une fin heureuse, un mur détruit et deux pays qui étaient séparés qui se sont de nouveau soudés. J'espère que ce mini documentaire vous aura plu. Je ne sais pas si j'en ferai encore, mais ça c'était vraiment le gros projet de cette année. Il y a les liens de toutes mes sources en description. Si j'ai dit une connerie, n'hésitez pas à en parler dans les commentaires, car je me suis assez documenté, mais il se peut aussi qu'il y ait quelques coquilles dans mon script. J'aimerais à tout prix aussi honorer tous ceux qui sont tombés pour le mur, tous ceux qui ont détruit le mur, et surtout Gunther qui a fait cette petite connerie, car sans tout ça, on n'aurait pas pu savoir la vie et le quotidien des habitants. Sur ce, c'était Alpha, on se retrouve pour une prochaine fois, pour peut-être une prochaine vidéo qui n'aura sûrement rien à voir, pour vous servir. Au revoir à tous, et honneur à toutes les personnes tombées contre le mur.